merci beaucoup pour cette invitation et puis merci de m'avoir invité à initier ce colloque, même si le fait que je débute me paraît un choix un petit peu étonnant, puisque du coup me vient la responsabilité de faire une sorte d'introduction, alors que peut-être que ce que je vais présenter va être en contradiction avec, en tout cas, l'idée qu'il y aurait quelque chose qui se soit passé spécifiquement en 1968, et puis quelque chose qui ait rapport avec la modernité, puisque tout ce que je vais faire, en fait, c'est de remonter et complètement à rebours de cette histoire de la modernité, justement. Donc voilà, une petite responsabilité, mais que vous prendrez comme vous le voudrez, et je serai d'accord pour en discuter par la suite. Donc, Adrienne Piper, la philosophe et artiste américaine, écrivait dans Art Forum en 2010, je la paraphrase, que le minimalisme, il invitait en quelque sorte à la modestie et à l'humilité. Une modestie et une humilité qu'elle associait à la disparition de l'objet évincé tel qu'il pouvait l'être par les artistes précédant Cimabue. Donc c'est ainsi qu'elle invitait à le regarder, une modestie et une humilité. Donc j'ai essayé de reprendre un petit peu ça à la lettre et j'ai relu cet article fameux et historique de Meyer Shapiro, l'historien de l'art essentiellement connu pour ses travaux sur l'art roman, mais également connu, vous savez, pour avoir été professeur et à la fois proche et maître à penser de toute une génération d'artistes américains. Donc on sait qu'il était notamment très ami avec Robert Motherwell et Willem de Kooning, mais qu'il a reçu comme étudiant Ad Reinhardt, Rauschenberg qui lui a dédié un de ses tableaux, Alan Capro et Donald Judd et j'en passe, c'est pour ceux dont on a gardé des rapports. Donc il a fait cette conférence fameuse en 1976, mais celle-ci n'a été publiée que post-mortem, donc en 1996. Et c'est une conférence sur l'écrit dans l'image, Script in Images, mais elle se termine de manière un petit peu mystérieuse par cette formule. La transcription, je vous le dis en traduction, d'idées sur l'art a remplacé les couleurs appliquées, les formes dessinées ou construites. La tension entre le signe écrit et la construction de l'image s'est résolue par l'effacement de cette dernière. L'œuvre se limite à un discours écrit comme objet d'art en soi. Donc on peut discuter, et on a discuté pour savoir si la formule qui insinue restriction to a written discourse est une formule péjorative, et s'il prenait ses distances par rapport à l'art conceptuel. Ceci dit, l'important c'est peut-être cette petite phrase, qu'est-ce qui est ouvert à travers cette petite phrase, sachant que dans la publication qui s'est faite en 1996 de cet article, on trouvait quand même une image non commentée, mais ajoutée au texte, dont il est difficile de savoir, et l'enquête reste encore à mener, où est-ce qu'il avait vu cette œuvre. Donc une œuvre de Joseph Kosuth, mais étonnamment pas du tout une œuvre historique qui ferait référence à ce dont il parlait en 1976, l'idée de l'art conceptuel historique, mais une œuvre plus récente, de 1990, qui s'appelle donc Two Written Mistakes, S, F et LW. Donc, qui est, je vous en ai montré qu'une, là c'est LW, qui est donc probablement Ludwig Wittgenstein. Donc une œuvre un petit peu étonnante pour révéler l'idée que le discours sur l'art, ça aurait remplacé en fait l'application de couleurs sur une peinture, étant donné que c'est une peinture à l'acrylique, c'est une peinture qui reprend un texte, mais un texte devenu illisible, en allemand, raturé, une rature de Wittgenstein, et qui a l'air d'être présentée ici que pour ses qualités visuelles et pas tant pour ce qu'on pourrait comprendre en fait de ce petit morceau de manuscrit de Wittgenstein. Cette œuvre, je le précise, est en plus pas d'un accès très facile puisqu'elle est maintenant dans les collections du LACMA, mais elle appartenait avant à une collection privée et donc il resterait à savoir un peu si Meyer Shapiro n'avait pas eu un accès direct à cette œuvre, mais l'enquête reste à faire et je ne suis pas spécialiste de soi. En tout cas,
un choix un petit peu étrange pour justifier cela, et qu'il met en rapport avec toute une série d'images médiévales qui sont présentées dans cette conférence. Donc à partir en tout cas de cette intuition de Meyer-Shapiro que l'art conceptuel serait le prolongement des recherches qu'il présentait dans l'art roman et dans l'art carolingien, j'ai essayé un petit peu de le prendre au mot et de remonter pour savoir quels étaient qu'est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui de cet art médiéval en prenant en compte ce qu'on sait aujourd'hui de l'art conceptuel, c'est-à-dire pas du tout ce que disait Meyer-Shapiro en 1976, mais plutôt ce rapport à une certaine technicité dans les matériaux, aux qualités aussi plastiques du texte, aux effets linguistiques, aux effets humoristiques, etc. Et donc je vais vous faire, par une méthode un petit peu régressive, un retour sur des œuvres médiévales qui me semblent sont moins connues aujourd'hui. Je pense qu'elles l'étaient à l'époque de Meyer-Shapiro, parce qu'il n'y a pas eu de professeur un peu de l'ampleur de Meyer-Shapiro qui aurait enseigné dans toutes les écoles d'art actuelles. Donc, j'ai regardé qu'est-ce qui se faisait déjà en 76. Je donne juste un exemple comme ça. C'est le Singing Man de la série de sérigraphie de Art and Language. Donc voilà en fait plutôt ce qu'il aurait pu montrer à cette époque-là, au moment où il faisait la conférence. Donc une œuvre qui est un petit peu complexe dans ses rapports avec le langage, puisque on a ça se passe effectivement à un moment qui est connu, où il y a un petit peu des dissensions au sein de Art and Language, et notamment des dissensions qui portent sur l'engagement politique ou pas du groupe, et qu'on retrouve donc à travers cette œuvre chantée, visuelle et écrite qui est présentée ici, avec un texte qui sort de la bouche un peu comme un entonnoir, et dont Meyer-Shapiro, disons, aurait pu facilement faire les rapprochements avec les textes tels qu'on les voit sortir des personnages dans les images médiévales. Autre chose, donc c'est une sérigraphie, et donc j'imagine que si j'avais suivi, Meyer-Shapiro aurait pu facilement dire que ce type d'œuvre, eh bien, il reprenait aussi, en tout cas il jouait avec un processus qui était bien accepté pendant la période médiévale, peut-être mieux qu'aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée que, et on le voit avec les images sacrées, une image sacrée, elle peut avoir de la valeur, être unique, tout en étant parfaitement reproductible, et qu'elle ne perdrait pas de son aura benjaminienne. Je remonte un tout petit peu dans le temps, encore pour revenir à Adrienne Piper, dont on sait qu'elle avait fait sa thèse non pas sur Wittgenstein, mais sur Kant. Et en tout cas, je cite en passant une de ses œuvres phares, donc les Catalysis, et ça c'est celle dans laquelle Adrienne Piper, donc artiste et philosophe, hein, je le répète, elle, après avoir porté sur elle des vêtements imbibés d'aliments déjà en décomposition pour prendre le métro et ressentir l'effet que cela produisait sur les passants, elle est sortie avec ces mots appliqués à la peinture, donc sur son t-shirt, wet paint, se faisant donc elle-même une peinture vivante, encore peut-être une forme de l'art conceptuel qui aurait pu être investie par Meyer-Shapiro, tant elle pouvait facilement pour lui renvoyer à ce qui était assez commun finalement dans l'art du Moyen-Âge, c'est-à-dire le fait d'avoir des œuvres vivantes, le fait d'avoir d'un côté des sculptures en dur et de l'autre des personnages qui reprenait exactement les poses des sculptures et faisait des tableaux vivants, comme c'est devenu de plus en plus courant, notamment entre le XIVe et le XVe siècle. Encore une autre œuvre qui aurait pu compléter le travail de Meyer-Shapiro, les fameux ex-voto de Philippe de Champaigne. Donc là, je remonte un petit peu dans le temps. Ce n'est pas cité, il cite des œuvres de cette époque-là, mais pas celle-là. Donc voilà, je rajoute un petit peu ça à son œuvre. Vous connaissez peut-être cette œuvre fameuse qui est au Louvre. C'est un ex-voto. Hein. C'est pas tellement un tableau qu'un cadeau. Donc cette petite dame-là, c'est la fille de Philippe de Champaigne, qui déjà elle-même avait fait don d'elle-même, puisqu'elle s'était donnée au monastère de Port-Royal.
Et le contexte historique est aussi très connu. À ce moment-là, on ne voit pas très bien le texte dans l'image, pour le coup. Ah non, il a disparu. On peut pas baisser un petit peu les lumières, parce que du coup, vous ne voyez pas qu'un tiers du tableau, toute cette partie-là, est occupée par le texte. Hein. Et donc, je répète, donc, elle était donnée au monastère de Port-Royal au moment où il y avait un gros problème, justement un problème textuel à Port-Royal, c'était que le roi essayait de faire signer la renonciation aux thèses de Jansénus. Et parce que la mère supérieure là, avait refusé de signer ce texte, eh bien on menaçait de vider Port-Royal, brûler tout ça, etc. Donc c'était vraiment un problème d'une petite différence sur un paragraphe de Jansénus qui se posait à ce moment-là. Et, j'allais dire miracle, mais oui, miracle. En fait, cette dame, elle a la fille de Philippe de Champaigne, qui était paralysée des 2 jambes, a été guérie miraculeusement pile à ce moment-là. Du coup, ce qui est représenté dans ce tableau, c'est pas le miracle, hein, on voit, elle est toujours paralysée. C'est pas non plus l'intervention divine, puisqu'il y a cette lumière qui arrive d'en haut, d'on ne sait pas où, mais finalement on voit pas très bien où est-ce qu'elle arrive, et elle n'arrive pas particulièrement à l'endroit où devrait se passer le miracle, c'est-à-dire sur les jambes de la sœur. Par contre, il y a, donc un tiers du tableau, même si vous ne le voyez pas très bien, un texte qui est écrit en capitale épigraphique à l'antique, donc, et je vous le traduis. Il me dit « La sœur Catherine Suzanne de Champaigne, après une fièvre de 14 mois qui, par son caractère tenace et la grandeur des symptômes, avait effrayé les médecins, alors qu'elle était presque paralysée de la moitié du corps, que la nature était déjà épuisée et que les médecins l'avaient abandonnée, s'était jointe avec la mère Catherine Agnès par ses prières, en un instant de temps, une parfaite santé, s'en étant suivi, à nouveau s'offre. » Et il signe Philippe de Champaigne, cette image d'un si grand miracle et de sa joie témoin à présenter. Donc, elle s'offre à nouveau. Donc, l'image se termine. C'est pas la mémoire du miracle, mais c'est le cadeau, un double cadeau. Donc, il offre ce tableau en mémoire et il offre aussi sa fille qui s'offre à nouveau. C'est Ceterum offerte. Et lui, il présente en fait ce qu'il y a derrière ça. Donc c'est une œuvre qui a été analysée assez longuement par Louis Marin. C'est une œuvre qui joue sur le dialogue entre l'image de quelque chose qui est invisible et que du coup on ne peut pas voir et dont on présente le moment juste anticipé. Du texte présent à travers la petite Bible qui est là mais qui est fermée, et une autre partie de texte qui est véritablement le don et qui lui est inscrit sur la surface du tableau en lettres capitales et qui donc rejoue sur les rapports que Philippe de Champaigne avait déjà travaillé sur des énoncés performatifs tels que ou des images objets, des textes objets comme les tables de la loi dans son Moïse qui présente les tables de la loi, qui se présente lui-même autant qu'il présente les tables de la loi. J'avance un petit peu. Donc je remonte encore un petit peu le temps, et là je vais faire un grand bond parce que sinon j'aurais pas le temps de faire ça en 20 minutes. Donc dans les années 840, avec un manuscrit qui est conservé à la British Library, qui est un manuscrit d'astronomie. Alors ça, c'est une image que présente Meyer-Shapiro dans son article. Hein. C'est l'image, du coup, dans laquelle, je vais vous dire ce qu'il en dit. En fait, il dit que les artistes du Moyen-Âge, dont il dit que parfois cet usage du texte a une certaine naïveté, une naïveté qu'on pourrait interpréter en rapport avec parfois le reproche de tautologie qu'on a pu faire à l'art conceptuel, mais pourtant, en fait, ils savent très bien gérer l'inscription du texte en tant qu'image, puisqu'il y a un petit mouvement ici sur la croupe du Sagittaire, oui c'est le Sagittaire, non c'est le Centaure, pardon. C'est le Centaure. Sur la coupe, donc c'est la constellation du Centaure, mais la manière dont est présenté le texte montre qu'on a conscience du volume et que le texte peut jouer sur les volumes.
Il y aurait beaucoup de choses à dire donc, sur ce manuscrit, hein, au-delà de ça. C'est un manuscrit, il faut le savoir, qui est considéré comme un des plus représentatifs de la Renaissance carolingienne. Ce moment d'éloge pour l'Antiquité, hein, au IXe siècle. Et peut-être qu'il n'a pas encore été décrit pour les qualités spécifiques que l'imposition du texte devenu image viendrait apporter à l'art de cette époque-là. Puisque, pour rappeler en quelques mots, c'est un texte qui intègre donc, la traduction des Arathées de Cicéron et une scolie qui est donc un commentaire fait par Hygin sur les constellations. Donc là, c'est la constellation du Centaure, et là, c'est les étoiles principales de la constellation. Je vous en montre un petit peu d'autres. Ici, Argo, ici, Andromède, le Dauphin, et Cyrus, Éridan. Et voilà, je vais rester sur Cyrus, par exemple. Donc, peut-être une où on voit les deux textes. Pardon. Donc, le Dauphin. Donc, on est à un moment où s'est imposée cette idée, déjà depuis la fin de l'Antiquité, que pour représenter les constellations, il fallait déjà faire cette écriture du ciel, redessiner le ciel en images et présenter les constellations sous les formes d'objets qui renvoient à la mythologie de l'Antiquité. Mais là, on est face à un objet qui est quasiment unique, en fait, qui replace en fait le texte de commentaire des constellations pour former le dessin de la constellation lui-même. Et ce qu'on peut y ajouter, c'est que si on regarde dans le détail la manière dont est écrit le texte, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous demander de me croire, le texte traduit par Cicéron des Arathées est écrit en minuscules carolines. Donc c'est des minuscules. Vous connaissez peut-être l'histoire de la minuscule caroline. Donc c'est une nouvelle typographie inventée sous l'égide de l'empereur Charlemagne pour pouvoir rendre les textes lisibles, pour pouvoir repartir à la conquête du monde avec des textes qui seront compris absolument par tout le monde. Or, l'histoire de l'invention de la minuscule caroline, c'est que on a trouvé un manuscrit attribué à Cicéron et que donc on écrirait des manuscrits exactement comme dans l'Antiquité. On s'est rendu compte ensuite que c'était un manuscrit qui datait de l'Antiquité tardive, qui n'avait rien, enfin de l'époque mérovingienne, qui n'avait rien à voir avec Cicéron. Mais il n'empêche, la minuscule caroline était donc cette image de l'Antiquité et de manière assez amusante, comme vous savez, la typographie humaniste, donc la minuscule humaniste, a été reprise sur le modèle de la minuscule caroline, qui était soi-disant l'écriture de Cicéron. Donc cette renaissance un petit peu humaniste était en fait une renaissance de la Renaissance carolingienne. Donc on a finalement ici une image qui déjà est une typographie qui est une typographie politique, hein, qui vise à recréer une écriture capable de dominer le monde. Mais on a le texte de Cicéron qui est écrit en minuscule caroline et le texte par contre des constellations qui est écrit en capitale à l'antique, qui elle pour coup est une véritable référence à l'Antiquité et qui permet de faire jouer en fait cette double relation de pouvoir entre ces deux types de typographie qui ne disent pas exactement la même chose mais qui rentrent en dialogue l'une avec l'autre. Celle qui vise dans les scolies d'Hygin à représenter la forme même des constellations est véritablement utilisée pour ses qualités plastiques et esthétiques, puisque c'est elle qui forme le dessin des constellations. Donc, Shapiro ne donne cet exemple que comme un exemple de l'utilisation du texte en volume, mais il aurait peut-être pu en dire beaucoup plus. Il aurait pu dire que c'était déjà une triple écriture d'une description du ciel. Il aurait pu dire que ici, le texte en lui-même jouait déjà sur plusieurs registres visuels, et il aurait pu dire que ce texte-là était déjà un projet de description de l'invisible, en même temps qu'un projet
politique pour l'empire qui était en cours de construction. Et je terminerai en disant que si, pour revenir à Meyer Shapiro, vous le savez peut-être, il était peintre au départ, Meyer Shapiro, et il a renoncé à la peinture pour devenir historien de l'art. Mais on a redécouvert ses carnets de voyage, ses dessins, et on a découvert qu'il avait produit pendant toute sa vie. Donc je vous montre simplement qu'il y a une sorte de culte de la personnalité maintenant qui est à l'œuvre sur Meyer Shapiro, qui fait que chacun de ces petits dessins a été récemment republié. Pas tous, mais ils sont tous conservés aux archives de Columbia University. Et donc je vous montre certains des dessins qu'il a fait pendant ses voyages en Europe. Notamment voilà, les manuscrits qui sont refaits à l'encre et au crayon de couleur et qui commencent aujourd'hui à être exposés comme des œuvres plastiques et visuelles en même temps, notamment dans l'exposition d'Atlas de George D. Huberman, en même temps que Horst Bredekamp, que lui ne connaissait pas, commence à voir les qualités visuelles de la production de ces spécialistes de l'écrit qui étaient les historiens de l'art. Donc, il y aurait en conclusion deux petites explications possibles. Est-ce que Meyer Shapiro a eu un moment une petite mécompréhension sur les interprétations qu'il fallait faire de l'art conceptuel parce que c'était simplement quelque chose de trop violent qui lui révélait que son travail d'écriture depuis le début aurait pu être un travail de peintre? Ou alors, deuxième point de cette conclusion, est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre, comme le suggérait, sans l'avoir terminé, Meyer Shapiro, les expériences médiévales sur les rapports entre écrit et image, comme quelque chose qui pourrait un peu revitaliser ou quelque chose qui pourrait être utilisé de plus en plus par l'art contemporain. Il y a eu la semaine dernière la publication encore d'un numéro de Fabula sur le Moyen-Âge comme laboratoire. En 2012, Alexander Nagel a écrit Médiéval moderne, tout un tas de projets qui visent à redécoloniser ce territoire qui est peut-être encore plus colonisé intellectuellement, qui est l'histoire des images médiévales. Et une dernière suggestion pour terminer. Il y a quelque chose, je pense, qui n'a pas encore été tout à fait utilisé, c'est la forme du rouleau d'exultète, qui est un dispositif donc là, montré dans l'image dans l'image. Donc on voit l'officiant ici qui est en train de dérouler un rouleau par-dessus au fur et à mesure qu'il fait le discours. Et c'est sur le rouleau d'exultète lui-même qu'on le voit apparaître. Donc vous comprendrez que le texte est écrit à l'envers. Ici, c'est des neumes pour pouvoir chanter aussi à l'envers, et qu'au fur et à mesure qu'on le lit, les images se déroulent devant soi. Elles sont dans le mauvais sens pour l'orateur, et elles sont dans le bon sens pour le public. Et je vous remercie.